Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi, le thème, c'est celui des États-Unis à travers le quart d'heure américain et notre correspondant américain qui nous accompagne chaque semaine. Pierre-Yves Dugas avec nous, à distance, en visio. Bonsoir et bienvenue, Pierre-Yves. Il faut prendre, bien sûr, quelques minutes. Alors, la temporalité, évidemment, est particulièrement intéressante. Au moment où Kevin Warsh prend les rênes de la Réserve fédérale américaine pour nous expliquer que c'est la fin de la forward guidance, qu'il faut arrêter de faire des prévisions sur l'inflation et que tout ça doit se jouer de manière un peu différente en matière de communication. Alan Greenspan nous laisse seuls aujourd'hui puisque voilà le grand banquier central américain, 5 mandats à la tête de la Réserve fédérale américaine, est décédé aujourd'hui à l'âge de 100 ans. Il y a quand même une concomitance assez intéressante, je trouve, entre le nouveau président de la Fed et Alan Greenspan qui a conduit effectivement la destinée de la Banque centrale américaine pendant 5 mandats, je le rappelle, Pierre-Yves. Oui, c'est un signe, comme disait l'humoriste. C'est un signe qui me frappe en particulier du point de vue de la communication, parce que c'est devenu, bien sûr, la grosse plaisanterie pendant des années à Washington, cette manière délibérément ambiguë, complexe, ampoulée, indescriptible qui était employée par Alan Greenspan pour répondre aux questions des membres du Congrès lors des auditions publiques, voire répondre aux questions des journalistes, qui ensuite a fait place, pour des raisons respectables et légitimes, à une démarche beaucoup plus pédagogique du professeur Bernanke, qui lui a succédé, qui n'a pas été démentie ensuite par Janet Yellen, pas plus qu'elle n'a été démentie dans la clarté, dans le forward guidance mise en place et pratiquée par Jerome Powell. Aujourd'hui, Kevin Warsh, qui débarque à la Fed, ou qui revient à la Fed, puisqu'il a tout de même été gouverneur pendant de nombreuses années, pense que l'ambiguïté a du bon. Surtout quand on est dans une situation conjoncturelle extrêmement ambiguë, avec l'issue pour le moins incertaine de ce conflit avec l'Iran et de son impact donc tout aussi incertain sur le coût du pétrole et donc sur l'inflation américaine. Le retour de l'ambiguïté qui est souhaité explicitement par Kevin Warsh et qui va se mettre en place au cours des prochains mois à l'occasion de ces task forces, je ne sais pas comment on appelle ça en français, de ces groupes de travail. De ces groupes de travail, merci, notamment sur la communication, avec tout de suite la volonté affichée par Kevin Warsh de ne pas participer à cet exercice trimestriel qui consiste à mettre des points sur une courbe pour donner de manière anonyme une indication au marché de ce que croit penser sera l'évolution des taux d'intérêt à l'horizon 6 mois, 1 an. On écarte tout ça, on revient à la méthode Greenspan. Alan Greenspan, bien sûr, auquel on trouve toutes les qualités maintenant qu'il est décédé, mais tout de même qui est resté 1 an de trop à la Fed. S'il était parti 1 an plus tôt, on ne lui aurait pas reproché d'être passé complètement à côté de cette énorme accumulation de mauvais risques par toutes sortes d'institutions financières américaines, notamment des banques de dépôt, mais aussi des courtiers et des banques d'investissement, qui a précipité une crise incroyable à laquelle que non seulement il n'avait pas anticipé, mais à laquelle il ne semblait n'avoir rien compris. Moi, je me souviens, je l'ai rencontré au moment où il a sorti son livre, et je lui ai posé la question, vous n'avez pas vu s'accumuler ces créances pourries, vous n'avez pas vu que les banques fabriquaient de manière artificielle des obligations qui non seulement étaient gagées sur des mauvaises créances, mais que les agences de notation, parce qu'elles avaient un conflit d'intérêts, nous présentaient comme des merveilles. Et là, il y a eu un silence, il m'a dit oui, il appartenait aux régulateurs, au niveau des États, de voir quelle était la réalité. Alan Greenspan, pour toutes les qualités, et on en parlera encore dans 100 ans qu'il avait, est resté un an de trop. Et toute sa legacy, tout son héritage, indiscutablement, est affecté par cette erreur. On en fait tous. Jerome Powell, aujourd'hui, est porté au nu parce qu'il a tenu tête avec dignité aux attaques de Donald Trump. Enfin, c'est quand même l'homme qui s'est trompé complètement sur la réalité du danger inflationniste au sortir du Covid. Bon,
Ouais, c'est vrai que Greenspan devait être un peu, comment dire, troublé, triste, effectivement, qu'on lui ait beaucoup reproché d'avoir, comment dire, jeté les ferments de la crise des subprimes juste avant son départ de la Fed. Il disait, quand on lui faisait part de son rôle supposé dans la crise des subprimes, il disait, on me remercie pour beaucoup de choses que je n'ai pas faites et on me critique aussi pour beaucoup de choses que je n'ai pas faites. Voilà, c'était une manière pour lui d'évacuer un peu le sujet. Et alors, une autre phrase que j'aime bien de Greenspan, que j'ai lue dans les nécrologies, que j'ai rapidement regardé, et sur l'inflation, il disait cibler l'inflation quand on est une banque centrale, ça présuppose qu'on soit capable de prévoir l'inflation. Et mesdames, messieurs, je crois que ni aucun, ni aucune de vous n'a la capacité de prévoir l'inflation, ni n'aura cette capacité demain. Voilà. C'est là où je trouve qu'un Kevin Warsh revient effectivement un petit peu à quelque chose qui existait sous l'ère Greenspan, que je n'ai connu que, je pense, sur cette dernière année, effectivement, à la tête de la Réserve fédérale américaine, Pierre-Yves. Tout autre sujet autour de l'IA, mais qui va être un sujet politique majeur dans la perspective des midterms. Comment réguler l'IA ? Et alors, la question, évidemment, est grande ouverte un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, comment est-ce que les choses vont se polariser, Pierre, puisque tout est très polarisé aujourd'hui, et quand on voit les derniers revirements de Donald Trump autour d'Anthropic, un coup c'est la plus grande menace que le monde ait jamais portée, 2 jours après ça n'est plus une menace mais c'est la pépite américaine qu'il faut absolument soutenir, on voit bien que dans chaque camp, la ligne est pas encore très claire. Oui, je suis frappé par l'absence de référence à ce flou artistique réglementaire dans le cadre du débat légitime, bien sûr, sur la valorisation de OpenAI et de Anthropic qui vont s'introduire en bourse d'ici quelques semaines. La nature du cadre réglementaire de sociétés qui prétendent avoir une valorisation de 1 000 milliards de dollars n'est pas établie. On ne sait pas comment on va décider, selon quels critères, quelle institution, quel degré de transparence, quel délai on peut leur imposer pour, on vient de le voir il y a une dizaine de jours, leur interdire carrément à Anthropic de diffuser un modèle qui avait pourtant préalablement été examiné par le bureau de la Maison-Blanche qui est censé s'occuper de cette question. Il va falloir trancher là-dessus. L'administration Trump a procédé à plusieurs revirements. Il ne manque pas de contradictions sur cette question. Le dernier revirement, bien sûr, à l'occasion, c'est amusant de voir que les choses se sont passées à Evian, ce déjeuner entre le président Trump et le patron de Anthropic, qui a conduit à un revirement complet de Donald Trump sur l'opinion qu'il avait de Anthropic, qui finalement considère que non, ce ne sont pas de dangereux irresponsables qui méritent d'être exclus de la chaîne d'approvisionnement du Pentagone. Après tout, ils se sont comportés en société responsable. Pour autant, depuis le mois de mars, et encore aujourd'hui, Anthropic est censé être évacué de toute la chaîne d'approvisionnement du Pentagone, y compris pour les grands fournisseurs d'armement du Pentagone. Donc, un revirement d'un côté qui n'est pas complété par un revirement décisionnel par ailleurs, on ne sait plus très bien où on en est. Et puis, il y a un revirement de taille, je trouve, qui nous a été bien expliqué ce matin par le Wall Street Journal, c'est celui du patron de Microsoft, Satya Nadella, qui nous dit, vous savez, il n'est pas bon pour l'intelligence artificielle qu'elle soit contrôlée par 2 ou 3 géants. Il faut que tout ça soit diffusé, que les modèles soient plus petits, soient moins chers, soient plus conscients des conséquences sociales de ces innovations. Il faut arrêter de poser le problème en termes de combien d'emplois va-t-on supprimer grâce à l'intelligence artificielle. Il faut mieux vendre cela au gouvernement et aux sociétés civiles. Extraordinaire. Est-ce cela un moyen pour Microsoft de reconnaître qu'il a pris du retard sur ses concurrents dans l'élaboration de grands modèles? Et on voit même Microsoft, le patron de Microsoft, nous dire qu'il n'exclut pas de présenter DeepSeek, le modèle chinois, qui, semble-t-il, a été
mis au point en partie en copiant de manière illégale les modèles de OpenAI et d'Anthropic, que Microsoft pourrait offrir une forme particulière de DeepSeek à ses clients dans la gamme de services qu'elle va présenter au public. C'est tout de même un énorme revirement qui, encore une fois, traduit un grand flou. Et lorsque l'on doit valoriser des entreprises aussi considérables que OpenAI et Anthropic, on aimerait savoir quand même comment les choses sont régulées. Ouais. C'est un sujet dans l'opinion qui va marquer les élections de mi-mandat, Pierre-Yves. Il nous reste 1 minute. Oui, parce que c'est un sujet qui fait peur et qui se prête à la démagogie, disons les choses. L'intelligence artificielle fait très peur. Elle fait très peur pour la première fois à des gens qui se croyaient protégés des mauvaises tendances du chômage, les jeunes cols blancs. Et ces gens-là représentent, bien entendu, cette catégorie d'électeurs, un électorat qui est clé dans toutes les décisions législatives et électorales. Donc oui, les démocrates sont en pointe sur la régulation de l'intelligence artificielle et c'est peut-être ce vent-là qui a tourné, qui est en train d'être perçu par le patron de Microsoft. Merci beaucoup Pierre-Yves. On verra la semaine prochaine les prix de l'essence. Ça devait être un autre sujet de discussion, mais on n'aura pas le temps d'en parler ce soir. Ils baissent. Est-ce qu'ils auront baissé encore un peu plus la semaine prochaine? On fera le point avec vous là-dessus. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain de Smart Bourse que vous retrouvez comme l'ensemble de nos interviews et de nos émissions en replay sur bismart.fr.